L'élève, c'est celui qui est satisfait, content. Content de ce qu'on lui donne, pas content de ce qu'il a compris. Par exemple, on disait de mes maîtres, il n'a pas tout enseigné, il n'a pas tout transmis, ça c'est permis. Ce sont ce que j'appelle les jérémiades. Parce qu'on nous a donné dès le départ, dès le premier jour, l'essentiel. Si on part de cette idée-là, qu'on donne l'essentiel, on a tout. On a réellement tout. Il n'y a qu'à développer. Confucius disait, l'enseignant donne les 3/4 de la leçon, l'élève doit trouver l'autre quart. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en peinture chinoise, on peint les 3 côtés de la montagne. Dans le cubisme, ils veulent peindre tous les côtés. Peut-être que je me suis demandé s'ils n'ont pas pris ça de la peinture chinoise. En tout cas, on ne montre pas le 4e côté de la montagne. C'est à nous de l'imaginer, en tant que spectateur devant la peinture. Eh bien, dans la leçon, on voit ce qui est enseigné et on doit imaginer ce que l'enseignant ne transmet pas. Soit qu'il ne veut pas, soit qu'il ne peut pas, soit qu'il ne sait pas qu'il ne l'a pas enseigné. Voilà, on nous dit il nous cache, mais il ne cache pas forcément. Il ignore peut-être cette partie qu'il porte en lui, ou il ignore qu'il ne l'a pas transmise. Ça arrive. Il y a beaucoup de reproches qui sont faits aux enseignants d'arts martiaux. On dit le niveau baisse. J'ai jamais trouvé, j'ai toujours trouvé des enseignants au-delà de mes espérances. Après, ils ne sont pas nombreux, parce que c'est normal, j'ai progressé. Et de toute façon, les maîtres que j'ai perdus, puisqu'ils ne m'enseignent plus, soit par l'âge, ils sont morts, soit par la maladie, je considère qu'ils m'ont tout donné. Et c'était à moi de leur faire les fonds de poche, s'il le faut. Et parfois, et ça, j'avais lu ça, moi, je n'ai pas compris grand-chose, hein, c'est dans le Maïmonide, le guide des égarés, un commentaire dessus disait qu'il y avait des aspects contradictoires dans ce qui était expliqué dans ce livre. Autrement dit, que l'écrivain, le philosophe, avait introduit sciemment, volontairement, des contradictions dans son exposé, dans l'exposé de sa pensée. C'est intéressant. Pourquoi ce ne serait pas à l'élève de détricoter, se dépatouiller avec les contradictions et trouver ce qui est vrai de ce qui est faux? Bien sûr, c'est très dur. Mais dans les arts martiaux, un jour, un de mes maîtres me disait, il faut que tu serres fort. Et il disait aux autres le contraire. Alors la question, était-ce un piège? Mais pour qui? Ou était-ce vrai pour les autres et vrai pour moi aussi? Parce qu'on a des niveaux différents, des physiques différents, des orientations différentes. On peut crier à la contradiction, mais pas forcément. Peut-être qu'il faut savoir être très doux et aussi très fort. Très doux et très fort. Mais doux, on ne peut pas souhaiter à nos enfants la faiblesse. Mais on ne peut pas non plus leur souhaiter la brutalité. Donc s'il y a une contradiction dans le terme de dojo, entre l'avoir et la maison, ou la manière et la maison, il y a aussi une contradiction dans l'enseignement. Parce que nous rentrons dans le conflit, et nous devons en sortir, et au mieux, et humain. Souvent aujourd'hui, les gens qui sortent du conflit, ils sont frappadables. On appelle ça syndrome post-traumatique, PST, ou je ne me rappelle plus. C'est évident que ça nous change, que ça nous bouleverse, mais il faut, dans la manière de combattre, trouver une sortie qui nous rende à nous-mêmes, et qui rende les autres à eux-mêmes.
Sinon, on devient aliéné. Et ça, c'est une partie importante. Et l'élève doit le vouloir pour lui-même. Il ne doit pas vouloir une surpuissance. Mon père me racontait l'histoire de l'élève qui voit avoir son maître de Viet Vo Dao et qui lui demande son secret ultime. Et c'est étonnant qu'il me racontait ça d'ailleurs. Et le maître lui dit: tu es sûr, tu es sûr, tu es sûr. Bon, alors va chercher un bambou, il revient, il lui dit: aiguise-le, il défile. Quand la pointe est bien pointue, il donne au maître, qui le tue en retour. Parce que pourquoi veut-on la puissance ultime, indépassable, si ce n'est pour tuer les autres? A-t-on besoin de cela? Est-ce que c'est le but du guerrier d'écraser toute autre possibilité de puissance? C'est pas sûr du tout. Le guerrier, il doit saluer au début et saluer à la fin. Mais s'il tue tout le monde, qui peut-il saluer à la fin? Vous devez reconnaître l'autre par le salut au début, et quoi que vous fassiez à la fin, vous devez encore le reconnaître comme autre. Sinon, c'est de l'extermination. Et ça, nous devons être très méfiants lorsque nous-mêmes, nous recherchons une surpuissance, une amélioration de la technique. Nous ne devons jamais oublier que nous devons aussi, par la technique, nous humaniser. Et ça, c'est une orientation aujourd'hui qui n'est pas si claire. Donc l'élève, il est soumis à des contraintes. Il doit devenir fort, absolument. La faiblesse aujourd'hui n'est pas admissible, pas dans les arts martiaux. Il n'est pas admissible qu'on transmette la faiblesse à nos enfants non plus, ni à nos pays, ni à notre pensée ou notre langage ou nos maisons ou quoi que ce soit. La faiblesse n'est pas une option. Dans la volonté. Et la brutalité non plus. La surpuissance non plus. L'élève doit s'élever. Dans son combat à l'intérieur de lui-même, il doit accepter ses faiblesses justement, les reconnaître, et par cette reconnaissance, comprendre celles des autres et monter. C'est très idéaliste, mais c'est concret. C'est très concret. Très concret. Ça se voit dans l'attitude. Par exemple, quand mon maître marchait, je ne marchais pas, je ne croisais pas son chemin. Une fois, un ami, il voit son maître trébucher dans un escalier. Et il se précipite et son aîné disait non. Parce que c'est un athlète. Il a trébuché, oui, mais tu n'as pas besoin d'aller assister, porter assistance à ce point-là. Il se récupère. C'était le grand maître d'une école, c'était un génie, il n'a pas besoin, il a fait une erreur, c'est rien. Mais il ne va pas montrer au maître qu'il a chuté, qu'il a failli. Il y a beaucoup de réserves, d'attention à l'âge, à la maladie, à la faiblesse de l'autre. Et il faut être très attentif, très poli. Très poli. Parce que le maître l'est vis-à-vis de nous. S'il devrait vraiment nous montrer à quel point on est débutant, ce serait insupportable. Un enseignant a beaucoup de tact devant l'ignorance de son élève. Il a surtout de l'espoir, mais beaucoup de tact. Si on devrait vraiment dire, ce serait autre chose. Mais ce tact, il doit être aujourd'hui aussi dans le regard de l'élève. Or, il y a une brutalité aujourd'hui dans le contact vis-à-vis des enseignants. On pense qu'ils ne sont pas grand-chose. Qu'ils sont à la rigueur, comme les musiciens du temps de Mozart, des serviteurs. Les musiciens du temps de Mozart étaient des serviteurs. Ils faisaient ce que le Seigneur leur disait. Point. C'est pour ça qu'il y a, je ne sais pas, il y a une symphonie de Haydn. Parce que le prince de je ne sais pas quoi était en demeure ici, loin de la capitale. Les musiciens étaient là, ils s'ennuyaient, ils voulaient revoir leurs amis, leur famille, tout ça. Et donc Haydn a écrit une symphonie, je crois, sous réserve, je ne suis pas musicien. Et petit à petit, à un moment donné, tous les musiciens s'en vont. Et ça finit avec un instrument, il s'en va.
Donc c'était un message délicat, plein d'attention au Seigneur, il a compris, et ensuite il a permis à ses musiciens de retourner à la capitale. Donc il faut beaucoup de tact devant les faiblesses de l'autre. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas envahir l'autre de notre surpuissance. Ce n'est pas acceptable. Et c'est illusoire. Pourquoi? Parce que souvent, les plus grandes armées ont été vaincues. Pas toujours, mais c'est régulièrement, ça arrive. C'est ce qui est arrivé à Alexandre devant les Perses, c'est ce qui est arrivé dans la guerre des Athéniens contre toujours ces Perses, c'est l'oubli perse. Donc ça arrive. On peut gagner à 1 contre 20. Il y a eu une bataille navale entre des Coréens et des Japonais. Ils étaient 12 petits bateaux contre 200. Les 12 ont gagné. Donc, c'est ça aussi, c'est que l'élève, il arrive avec ses faiblesses. Parce qu'il est faible, il s'intéresse aux arts martiaux. Quelqu'un qui arrive avec l'idée qu'il est fort et qui s'intéresse aux arts martiaux, il n'ira pas loin. Il n'ira pas loin parce qu'il y a toujours quelque chose qui lui échappe. C'est corrosif. C'est quelqu'un qui arrive quelque part en croyant tout savoir, quel que soit le domaine, il est vite rétabli. Voilà. Donc vraiment, il ne faut pas aspirer à la faiblesse, mais il faut par contre la reconnaître. C'est pas évident aujourd'hui. Parce que montrer à un élève dans les arts martiaux qu'il est faible, que ses postures de jambes sont faibles, que son dos est faible, que son souffle est faible, c'est difficile. Mais à partir de là, une fois que c'est accepté, on peut avancer. Il faut savoir où se placer. Ça ne suffit pas de savoir qu'on est dans un dojo, que tout est là. Mais si on se place mal, et c'est déjà arrivé, on prend la place, on s'assied à la mauvaise place, les places dans le dojo sont très importantes, on n'y arrive pas. C'est impossible, parce que une fois je posais une question à mon maître et il me dit « Psst, c'est pas une question de ton niveau ». Ah, ça c'est intéressant. La question n'était pas de mon niveau. Et quelque part, elle n'était pas vraiment sincère. J'ai voulu poser une question, mais j'avais peur de paraître trop. Donc j'ai paru moins, mais c'était tout aussi faux. Donc il faut poser une question juste. C'est très difficile de poser une question juste. Parce que vous avez face à vous un maître. C'est lui qui est passé devant vous depuis longtemps et qui est revenu. C'est comme un guide en montagne. Il connaît la montagne. Ce pic-là, il a fait 300 fois. Il vous emmène. Et quand il voit votre difficulté, il vous pose une question. Faites attention, c'est un expert, il connaît. Donc chaque fois que j'étais face à mes maîtres, c'était difficile. Je faisais très attention. Parce que si je me mentais, si j'essayais ou je leur mentais, je leur montrais que je ne savais pas me situer. Or, c'est essentiel de savoir se situer. C'est pour ça que l'élève doit trouver sa position. C'est essentiel. C'est pour ça que les Allemands disent « verstehen », se positionner devant, « to understand », se tenir dessous. Mais to stand, c'est se tenir droit, pas courbé. On est droit, mais dessous. C'est pas... Souvent, quand je me mettais dessous, parfois certains pensaient que je m'abaissais. Jamais, je fais partie de ceux à la nuque raide. Bien sûr, je salue, mais j'ai une fierté, ceci, cela, je ne vais pas m'humilier, non. Mais pourtant, il faut savoir se placer et là où on est réellement, à la base, au départ. Voilà. Et ça, c'est difficile, parce que souvent, on vous prend pour pas grand-chose quand vous vous situez dessous. Mais ça vous permet d'avancer et de ne pas vous perdre. Une fois, c'était très intéressant. C'était au début des GPS. On faisait de la randonnée en montagne dans les Pyrénées, du côté espagnol. C'était une grande boucle. On était parti une dizaine de jours en montagne sans redescendre. Et on a rencontré des gens qui étaient des Alpes et ils avaient une espèce de GPS, mais ils l'avaient mal réglé. Ce qui fait que tout était juste, sauf que c'était sur la carte. Ils étaient tout le temps, eux, 200 mètres à gauche de ce qu'ils voyaient sur la carte. Or, 200 mètres à gauche, c'est très dangereux.
Donc il devait sans arrêt extrapoler et se resituer 200 mètres à droite. Comme un fusil qui tire à gauche et il faut viser à droite. Et donc quand il marchait, il visait toujours à droite. Voilà. Et c'était dangereux. Et bien un élève qui se situe mal, c'est dangereux. C'est réellement dangereux. Il parle à la place du professeur, il parle à la place des anciens, il parle quand c'est pas son tour, il se tait quand c'est son tour. C'est à l'envers, c'est difficile de savoir se placer. Mais pas se placer pour y rester, se placer pour avancer. Parce qu'ils vont dire, mais je suis là pour avancer. Oui, mais justement pour avancer. Parce que si vous êtes en montagne au mauvais endroit, il n'y a pas de chemin. Il n'y en a pas. L'enseignant place l'élève pour l'aider. Après, c'est pas toujours ça. Mais ça, c'est quand on a un plus d'expérience. Il m'est arrivé d'arriver à une journée porte ouverte et le maître, c'était un vrai maître, il a dit à ses élèves, venez. Mais moi, j'étais nouveau dans son école et donc je me suis joint à ses élèves. Quand il m'a vu avec ses élèves, alors que j'étais nouvel élève, il n'était pas très content, donc il m'a pris et il m'a mis parmi les spectateurs, gentiment, bien sûr. Je me suis assis et je me suis dit, je ne suis jamais entré dans un dojo pour ne pas pratiquer. Je ne suis pas un spectateur. J'ai mis ma tenue, c'est un dojo, donc je suis là pour pratiquer. Donc je me suis levé et je suis retourné à la place dont il m'avait fait partir. Ça aurait pu mal se passer, ça a été. Mais ce n'est pas de la défiance. Et qu'est-ce qu'on fait dans un dojo si on ne pratique pas? Et est-ce que j'étais son élève ou pas? Et donc la position de l'élève, elle est déterminante. Quitte à contredire parfois le professeur. J'invite personne à le faire. Hein. Il faut avoir raisonné, c'est pas mon ego. Ça peut, mais c'est vraiment. Je ne suis jamais monté dans un dojo pour faire autre chose que pratiquer. Jamais.